Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler un jeu où il fait peur, un jeu d'horreur, un jeu où nous allons être dans un asile psychiatrique que j'ai nommé Lobotomie. Alors c'est un jeu qui est sorti via Kickstarter, une campagne il me semble qui a été lancée en 2015-2016. C'est édité par Titan Forge Games, ça vaut entre 90 et 100 euros. C'est un jeu de coopération, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, pour de 1 à 5 joueurs, des durées de partie qui sont volatiles parce que ça dépend quel est le nombre de scénarios que vous allez faire dans Lobotomie, vous allez voir ensuite pourquoi je vous dis ça. Et pour le pitch, vous jouez en fait des patients qui sont incarcérés dans un asile psychiatrique et dont le but sera de s'échapper de cet asile psychiatrique puisqu'il y a des démons à l'intérieur. Alors on ne nous dit pas vraiment si ces démons sont issus de la psychose des personnages ou si alors ce sont vraiment des démons qui ont hanté cet asile psychiatrique. Donc là, à vous de faire votre choix, mais je trouve l'idée assez intéressante et le thème vraiment bien mis en avant. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue Lobotomie. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Lobotomie, nous allons avoir principalement des figurines, des cartes et des tuiles, comme tout bon jeu de figurines qui se respecte. C'est de l'améritrage, donc voilà, on est un peu affinitaire à ça. Nous allons avoir ici des tuiles modulables qui sont issues par quartier, donc pour la mise en place, on en met 4 autour d'une tuile centrale qui reste toujours la même, qui est celle-ci. Autre, si le scénario vous dit de mettre une autre tuile, nous allons avoir des cartes de personnages qui vont représenter l'état mental de notre personnage ainsi que ses skills. Nous allons avoir des cartes de héros qui vont représenter les talents ainsi que les points de vie et les actions que vont pouvoir faire les héros ainsi que leur santé mentale juste à côté, mais j'y reviendrai plus en détail ensuite. Nous allons avoir des cartes d'ennemis, oh ça fait peur, des cartes d'ennemis comme les cartes de personnages qui ont des caractéristiques propres aux ennemis. Nous allons avoir pléthore de cartes concernant l'état mental de nos personnages qui vont présenter justement leur état mentaux. Et nous allons avoir des figurines, alors pléthore de figurines aussi, et si vous pouvez voir, elles sont très bien détaillées. C'est plus que cool mini en note, donc là on voit un démon qui ramène un patient, en fait c'est le garde. C'est le garde du dortoir, et si je vous montre un peu les héros, voilà, donc on a un héros en slip, assez sympa, tout nu en slip, pourquoi pas dans un asile, et d'autres figurines qui sont assez bien foutues. Donc là on a l'Antéchrist, donc un petit en fait homme bête derrière avec un tout petit homme, un tout petit enfant, et nous allons avoir des clowns. Des clowns. Donc comme je vous l'ai dit, ce jeu est tiré vraiment du thème horreur. Donc on va retrouver vraiment toutes les illustrations les références aussi des films d'horreur, du clown de Stephen King, en passant par les filles de The Rings, en passant par d'autres choses tirées du jeu vidéo de l'horreur de Silent Hill, des Nurse, etc. Donc voilà, vous allez vraiment avoir beaucoup de clins d'œil, et pour ceux qui aiment les films d'horreur, ils vont assez se retrouver dans ce petit jeu. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se place une mise en place, et surtout comment on joue à Lobotomie. Lobotomie vous permet de jouer en plusieurs types de scénarios, c'est-à-dire que vous pouvez jouer en niveau facile et en niveau très difficile. Pour ceci, vous allez avoir un deck de scénarios qui représente votre difficulté, c'est-à-dire que si vous jouez uniquement en mode facile, vous allez tirer un scénario et il faudra faire uniquement ce scénario-ci, et si vous jouez en mode normal, vous allez tirer un scénario. Et ensuite, dès que vous allez faire l'effet qui trigger une nouvelle carte de scénario, c'est-à-dire par exemple tuer un monstre sur le plateau à un grand boss, eh bien vous allez prendre une nouvelle carte de scénario, et là ça va vous donner votre mode normal. Ensuite, pour un mode difficile, vous allez tirer une autre carte scénario, et pour le mode enfer, vous allez tirer 4 cartes scénario, mais un scénario à la fois, si bien que vous allez pas savoir en fait quoi faire durant la prochaine carte, et c'est assez sympa, ça donne un effet de surprise. Donc on va partir sur la première et la plus bête des mises en place. Donc on tire un scénario, on met en place, voilà, on va dire qu'on a mis en place ce plateau-ci. Quand nous allons mettre en place ce plateau, pardon, nous allons mettre des jetons corps qui sont comme ceci sur des emplacements lumineux. Alors je sais pas si ça se voit un peu à la caméra, mais là par exemple, on a un endroit assez lumineux. Alors c'est très mal foutu déjà sur les tuiles parce qu'on a du mal à les répertorier. Il faut vraiment prendre de la hauteur pour voir ça. Mais sur chaque emplacement lumineux et une
par quarter. Nous allons mettre un corps, nous allons aussi mettre un corps sur le pentacle ici avec du sang sur la tuile centrale, et nous allons remplacer les portes lumineuses, hop, ici qui sont ouvertes par des portes fermées qui pourront être verrouillées, qui pourront être ouvertes ou qui pourront être barricadées. Nous allons ensuite mettre des coffres et des ustensiles qui vont nous permettre de fouiller les salles. Donc là par exemple on peut fouiller, on a juste à retourner la tuile et ensuite on fera un test d'imagination, mais j'y reviendrai bien plus en détail par la suite. Et nous allons mettre deux figurines, donc un patient et un scavenger par quartier de manière aléatoire. Alors il faut savoir que quand on vous demande dans le jeu de mettre quelque chose de manière aléatoire, vous lancez un des 6 et un des 12, pardon, un des 6 ça ne suffirait pas, un des 12 et un des 4. Un des 4 pour symboliser les tuiles ici, donc 1, 2, 3 et 4. On commence toujours par la tuile qui est pointée vers le A, c'est la première, la B c'est la deuxième, la C c'est la troisième, et la D qui se trouve ici, c'est la quatrième. Donc si on vous dit un 12, eh bien il y a un pion ici qui va arriver dans la tuile numéro 1 et sur la case numéro 12, etc., etc. Vous faites ça uniquement pour l'aléatoire. Et nous allons aussi générer des points cerveau qui sont les points en fait de mémoire. Effectivement, les patients à l'intérieur de cet asile ont perdu la mémoire et ils devront redécouvrir la mémoire pour avoir des talents supplémentaires ou alors des effets néfastes. Une fois que vous avez mis en place le plateau, vous êtes fin prêt à jouer, il vous faut juste prendre les compétences de vos personnages que vous allez choisir et on va voir ensemble tout ça de suite. Voici une carte de personnage, donc chaque joueur va devoir prendre une carte de personnage, au minimum il faut qu'il y ait 3 héros sur la table et au maximum 5 héros. Donc si vous jouez tout seul, vous allez prendre les 3 héros tirés aléatoirement, vous les choisissez, etc. Donc une carte de personnage, on a l'illustration du personnage, on a son nom, on a ici le petit background, ce qu'il vient faire ici, ce qu'il a fait précédemment dans sa vie. Nous allons avoir plusieurs caractéristiques ici. Ici en vert, qui pointe avec une flèche vers la droite, c'est le nombre d'actions qu'aura Marcus Dieter. En rouge ici, avec la goutte de sang, ce sont les points de vie. En 5 ici, c'est le score qu'il devra faire quand il va lancer ses dés d'attaque pour pouvoir toucher. Donc s'il lance 2 dés via une arme, il devra faire 5 ou plus pour avoir une réussite de touche. Ici, ce sont les boucliers qui vont permettre d'absorber les dégâts faits par Marcus Dieter. S'il se prend par exemple 2 dégâts et qu'il a 0, bah, il se prend les 2 dégâts d'office. Mais dans le cas où il aurait par exemple 2 ou alors un bouclier, il ignore une touche automatiquement. Et ici, c'est le test d'imagination. Alors, ce sont tous les tests qui vont recommander par exemple lors d'une fouille de lancer X dés pour faire X réussite. Donc par exemple ici, si je veux fouiller avec Marcus Dieter, je lance 8 dés et pour chaque 4, 5, 6 que je vais faire, ça va être une réussite. Ici, on va avoir une compétence particulière et propre à Marcus Dietis, donc c'est le God Syndrome, donc le syndrome de Dieu. Ici, nous allons avoir les points de blessure qu'il va avoir avant de mourir. Donc une fois qu'il a 8 points de blessure ici, eh bien il ne quitte pas encore la partie, mais il revient dans sa salle d'isolation pour pouvoir revenir plus tard. Ici, nous allons avoir les états mentaux, en fait, de nos personnages. Donc, avant de commencer, nous allons prendre une carte schizophrénie. Ensuite, nous allons prendre une carte de névrose et d'anxiété. Et parmi ces deux cartes, donc parmi tous les désordres mentaux, je vais y arriver, parce que moi aussi, je suis un peu fou ce matin. Parmi tous les désordres mentaux qu'on va tirer, on va garder une seule carte. Ici, on vous donne l'équipement, donc il commence avec une lobotomie spike, donc ça doit être une sorte de scalpel, etc. Et ici, nous allons avoir l'état mental de notre personnage. Contrairement à Horror Arkham, ici, les points folie pourront vous donner des super pouvoirs par la suite, enfin des dés supplémentaires à lancer plus précisément, et au fur et à mesure que vous allez monter, bah, vous allez voir que plus vous allez être fou, et plus, bah, ma foi, vos sorts, etc. vont être très difficile à se recharger et à lancer. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez pouvoir avoir des états mentaux en début de partie et sûrement vous allez en avoir par rapport à votre personnage. Donc votre personnage pourrait être agressif. Alors l'OCT, je sais pas du tout ce que ça pourrait représenter. Il pourrait être atteint de névrose et de schizophrénie. Admettons que là, sur le cas de figure d'un personnage, il serait agressif et par exemple, il serait atteint d'une névrose d'anxiété. On prend en fait 2 cartes. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas que 4 cartes dans ces decks. Il y a plusieurs cartes en fait qui forment 4 decks
de troubles mentaux, mais là j'en ai tiré que 4 pour vraiment vous montrer ce que ça donne. Donc on a en fait des compétences d'attaque, on a des compétences de défense, et on a aussi des compétences de soutien, d'utilité, ce qu'ils appellent. On va avoir plusieurs choses dans ces troubles mentaux. Alors il faut en choisir une parmi l'ensemble des troubles mentaux que vous allez avoir, c'est-à-dire que si vous tirez par exemple 4 cartes différentes, vous allez en garder une seule et uniquement une seule sur les 4 cartes. Donc par exemple, une carte ici qui est le Fist of Fury, donc les points de la fureur, c'est une carte d'attaque, avec ici une attaque de zone, on lance 3 dés pour chaque ennemi sur notre case, et on vous donne un peu son effet. Ici, nous allons avoir le coup de recharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va lancer en fait ce sort, on va mettre un petit token sur le 4, et à chaque fin de tour, nous allons réduire ce token de 1. Et dès qu'il n'y a plus ce token, donc dès qu'il passe du 1 à 0, on pourra réactionner ici le Fist of Fury. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous allez prendre de troubles mentaux, et plus ça va être vraiment compliqué de recharger des sorts. Si vous atteignez un nombre incalculable de troubles mentaux, et que là vous allez commencer à devenir fou, et bien pour recharger, on vous donnera par exemple un +1. Donc finalement, quand vous allez utiliser ce sort, vous n'avez plus mettre le token bleu ici, mais le token ici, et si vous êtes vraiment atteint de manière psychologique, vous allez le mettre ici. Donc vous allez voir que plus vous allez utiliser votre folie pour jeter des dés supplémentaires, et plus les sorts vont se mettre du temps à recharger, ce qu'on appelle dans ce système le cooldown. À chaque fois que vous allez tuer quelqu'un en one shot, vous allez pouvoir dégraisser ce système de cooldown de 1. Par contre, ça équivaut uniquement à un seul redressement. Si vous tuez par exemple 4 personnages d'un coup, vous n'allez pas réduire le cooldown de 4. C'est uniquement une seule fois. Donc une fois qu'on a pris son personnage, qu'on a mis son personnage sur la petite case donc, qui est adéquate dans leur système d'isolement, et qu'on a récupéré ses équipements ainsi que ses compétences ici qui sont 4, donc on en choisit 2 et on met les 2 autres sous la fiche du personnage, on pourra ensuite les récupérer par la suite, et on a son deck de memory. Alors le deck de memory c'est quoi? C'est un deck de mémoire qu'il va pouvoir retrouver durant sa partie. Chaque héros en fait commence de manière amnésique, il sait pas tellement ce qu'il fait ici, et il va pouvoir, en récupérant des tokens ici de cerveau, prendre une carte de mémoire. Donc quand il prend une carte de mémoire, on la retourne et on lit ce que ça fait. Pour 2 cartes mémoire, on peut défausser ensuite 2 cartes mémoire. Défausser 2 cartes mémoire, ça veut dire ne pas les utiliser, puisque certaines cartes mémoire vous permettent d'avoir des compétences supplémentaires et des utilités supplémentaires. Donc on défausse 2 cartes de mémoire et on récupère un skill. Donc rappelez-vous qu'on a 4 skills propres à notre personnage, qu'on en choisit 2 en début de partie, qu'on met les 2 autres sous notre fiche, et pour 2 cartes de mémoire qu'on va récupérer si on ne les utilise pas, on peut se défausser des 2 cartes pour récupérer jusqu'à une carte de skill. Mais on peut très bien garder les cartes mémoire pour faire ses utilités. Alors un deck de cartes de mémoire est semblable à tout le monde, sauf qu'à l'intérieur d'un deck, nous allons avoir 4 ou 5 cartes propres à son personnage, et ensuite 4 ou 5 cartes propre à un deck générique que tout le monde va se partager en fait. Donc on a à chaque fois une dizaine de cartes où la moitié va être des cartes propres à votre héros et le reste va être commun à tous les personnages. Ça permet en fait de fluidifier votre deck de mémoire. Comme je vous l'ai dit, le but du jeu, ça va être de sortir de cet asile, mais pour sortir de cet asile, il ne suffira pas de sortir de la tuile ou quelconque, il faudra vraiment faire le scénario et dans son ensemble. Une fois que vous avez fait le scénario et que vous avez par exemple tué un nombre de monstres, ou alors tué des filles, ou alors je sais pas, essayer de ne pas invoquer le monstre le suprême, eh bien vous gagnez le scénario et vous partez du principe que vous sortez quand même de cet asile de fous. Par contre, dans cet asile de fous, vous avez le gardien. Et le gardien ici, lui, il est très méchant. À chaque carte que vous allez tirer, il va potentiellement avancer d'une case. Alors avancer d'une case, lui, il avance uniquement d'une case dès que la possibilité lui en est offerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tirez une carte de spawn, j'y reviendrai bien plus en détail sur une carte, s'il avance de 1 et qu'il atteint ensuite le chiffre 12 et qu'il doit encore avancer, donc chaque tuile, chaque carton de tuile ici a à chaque fois 12 cases, donc dès qu'il avance et qu'il est sur le 12 et qu'il doit avancer, et qu'on joue uniquement un scénario, donc un scénario c'est propre à cette tuile, si on joue 2 scénarios, il vient se redéplacer ici sur le 1 de la tuile et il refera 12 tours, mais si on joue uniquement un scénario en facile et qu'il doit avancer de la case 12, il vient directement au milieu du pentacle.
À ce moment-là, votre scénario ne tient plus. Vous pouvez toujours prétendre à finir les scénarios pour éviter de tirer des cartes de mouvement, de spawn, de monstres, etc. Mais votre but ultime maintenant, ça sera de tuer le grand gardien. Alors le grand gardien, lui, il est très fort, c'est limite le grand ancien dans les horreurs Arkham, etc. Ça va être très 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 compliqué de le tuer, mais c'est tout à fait possible. Et votre but, une fois qu'il est au milieu de la tuile, donc vous êtes obligé de le tuer. Donc je le rappelle, il commence toujours sur la tuile, le carton de A, et il va faire ses 12 tours. Il peut ne pas avancer pendant un tour puisqu'il est sujet à des cartes de spawn, mais si vous utilisez par exemple je sais pas, des relances de dés, vous pouvez le faire avancer pour avoir une relance gratuite, donc à utiliser avec parcimonie. Une fois qu'il a fait 12 tours sur une tuile ici de quartier et que vous jouez un scénario, il vient ici. Si vous jouez 2 scénarios, il refera 12 tours ici. Si vous jouez 3 scénarios, il refera 12 tours ici. Si vous jouez 4 scénarios, il refera ses 12 tours ici. Par contre, il viendra ensuite à la fin ici. Plus vous allez jouer de scénarios, plus ça va être compliqué aussi de pouvoir gérer le démon qui va avancer d'une case par tour potentiellement, et plus ça va être aussi compliqué de tout gérer en termes de monstres. Voyons maintenant ensemble ce que vous pouvez faire à Lobotomie et comment se passe un tour de jeu. Alors on commence par la phase des héros, les héros jouent en premier, ensuite on va jouer la phase des monstres via des cartes de mouvement, et on recommence un tour, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déclaré vainqueur. Tous les héros gagnent, même si les héros sont morts. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs types d'actions qu'on va pouvoir faire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais vous le remontrer sur une carte, ici c'est le nombre d'actions en vert que votre personnage potentiellement pourra faire. Donc par exemple, si on prend Marcus Dieter qui a 3 en action, pour une action, il peut se déplacer d'une case. Donc pour une action, il peut venir directement sur cette case. Pour une action, il peut fouiller un corps. Donc s'il est ici par exemple, il peut retourner ce token, hop, et prendre ce qui se trouve sur ce token. Donc par exemple, ici, il va prendre un équipement, une drogue, et il va défausser ce corps. Pour une action, s'il se trouve sur une case où il y a une porte, il peut révéler ce token de porte. Alors s'il révèle un token de porte, on retourne directement ce token et on voit ensuite ce que ça donne. Donc la porte peut être libre, il peut directement traverser, et la porte peut être barricadée comme ça, et donc il va devoir taper sur les résistances de la barricade pour pouvoir détruire cette porte. Donc pour une action, on peut se déplacer, pour une action, on peut fouiller, ça équivaut aussi au pion fouille des cerveaux, donc on prend directement le cerveau et on prend une carte de mémoire. On peut aussi retourner et fouiller une étagère. Quand on fouille une étagère, on retourne directement la tuile et le token en question, et là on va avoir plusieurs symboles. Ces symboles signifient quoi? Et bien ça signifie on va dire le nombre de réussites à avoir pour pouvoir prétendre prendre l'un de ces produits. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, et je vais quand même le répéter parce qu'il y a beaucoup de micro-raids, mais le jeu en soi n'est vraiment pas compliqué, on va devoir faire des tests d'imagination. Alors les tests d'imagination, c'est très simple. On prend le nombre de dés en fait alloués par rapport à la valeur d'imagination, donc par exemple Marcus Dieter a 8 dés, on va lancer 8 dés, et pour chaque 4, 5, 6 que l'on va faire à son lancer de dés, on va avoir une réussite. Par exemple, si dans les 8 dés on fait 5 réussites, on va pouvoir prendre ici une drogue qui recommande 3, on va pouvoir prendre sinon un équipement, ou alors on va pouvoir prendre une arme. Si par exemple vous êtes hyper chanceux que vous avez fait dans votre réussite 8 réussites, que des 4, 5, 6 où vous trichez comme moi et du coup vous avez fait que des réussites, eh bien ça va être une sorte de monnaie des chances. Vous allez avoir 8 or entre guillemets à dépenser, 8 argent, et puis vous pouvez par exemple prendre 2 x 4, on peut prendre un 4 et un 3, on peut prendre uniquement le 4, etc. Donc ce qui vous paraît le plus semblable. Si par contre vous faites que 2, vous pouvez pas prendre de choses, et attention, s'il y a des tokens avec un monstre à côté, et que si vous foirez votre test de recherche, vous spawnez directement un monstre sur la case. Donc faites très aussi attention quand vous allez révéler des cartes pour pouvoir faire des recherches. Pour une action, on peut aussi attaquer un ennemi, et c'est là aussi le sel du jeu, parce qu'on va pouvoir
taper des monstres et on va sûrement éclater d'autres patients. Donc pour pouvoir taper une personne, on peut soit se mettre hop à distance comme ici, donc je vous le montre ici. Les cases sont assez mal fichues, mais j'y reviendrai vraiment sur les défauts du jeu, parce qu'il n'est pas exempt de défauts, même si son thème est très alléchant et très bien foutu. Donc pour une action, on peut taper sur le personnage. Alors il faut qu'on ait des cartes d'équipement pour pouvoir taper. Il faut savoir que si vous n'avez pas d'équipement, vous pouvez toujours taper au corps à corps avec vos poings. Taper avec vos poings, c'est 3 dés de base, donc les dés sont simples, ce sont des simples D6 ici que vous allez avoir. Donc d'ailleurs je vais en sortir pour vous montrer un peu comment se passe une tatane. Donc par exemple vous êtes ici et vous n'avez rien du tout pour attaquer à distance, et bien vous êtes obligé d'être sur la case de votre personnage pour pouvoir attaquer en mêlée. Pour pouvoir attaquer en mêlée, par exemple, ici le docteur Marcus Dieter, on lui dit qu'il a 4 dés. Sur une carte d'équipement, nous allons voir ici l'illustration, le nombre de dés qu'il va pouvoir lancer et l'effet supplémentaire que vous allez pouvoir faire aussi sur votre carte. En bas à droite, ici, vous allez avoir une icône qui est l'icône de durabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez utiliser l'arme, et plus elle va être fragile. Elle va être fragile sur tous les 1 que vous allez faire, enfin sur 1 précisément que vous allez faire à chaque attaque. C'est-à-dire que si vous utilisez les 4 dés de la Lobotomy Spike, vous allez lancer 4 dés quand vous allez attaquer, et si vous faites au moins un 1, vous enlevez une valeur de durabilité ici. Si vous faites que des 6, il n'y a pas de problème, cette arme est encore viable, mais si vous faites uniquement un 1, donc un 1 suffit pour enlever une durabilité. Donc de 4, on passe à 3, etc. etc. Quand vous n'avez plus de durabilité sur votre arme, bah vous la défaussez directement, elle est perdue. Et je trouve cette idée vraiment intéressante d'avoir une durabilité sur les armes qui rend un peu tendu le jeu, puisqu'il faudra chercher pour avoir d'autres armes, etc. Sinon, à main nue, ça va être un peu compliqué. Donc on a aussi des cartes qui vous permettent de faire des attaques, hop, qui se trouvent ici, des attaques à distance, donc jusqu'à 2 de distance. On peut très bien attaquer au corps à corps, même si on a des cartes de distance, mais elles nous permettent d'attaquer justement à distance. Donc là on a des shurikens. Quand on va utiliser cette carte, vu que ce n'est pas une arme qui a une durabilité, on va mettre ici un token sur le vert, sur le 5, et il faudra attendre potentiellement 5 tours pour pouvoir réutiliser ces shurikens. Donc c'est vraiment aussi intéressant, toutes ces capacités d'utilisation de sorts, où vous allez avoir un nombre d'attentes pendant le rechargement qui rend vraiment le jeu assez complexe, et il faut faire des choix dessus. Donc on va rester sur cette petite illustration de combat. Donc on va prendre les KD parce qu'il, Marcus Dieter, lui, utilise sa Lobotomy Spike, et pour pouvoir toucher, il devra faire 5 ou plus à ses 4D. Il a la possibilité, s'il le souhaite, de prendre un point de santé mentale pour utiliser un dé blanc qui, lui, va donner automatiquement une touche. Donc vous pouvez le faire avant de lancer vos combats, ou alors qui va vous donner +1 à tous vos lancers de dés. Donc il faut savoir qu'ici, quand on vous dit +1, +2, etc., c'est sur vos lancers de dés, ce n'est pas un dé supplémentaire. Donc on va dire que pour avoir plus de chance, il va lancer ce dé là. On va mettre un petit token bleu sur son cerveau de 1, donc voilà. Il lance les dés, et là par exemple, il fait un 5, un 6 et 2 têtes de mort. Ça veut dire qu'il fait 4 touches automatiques. On va prendre ensuite la carte du patient. On va voir que le patient, lui, ignore directement une défense puisqu'il a un bouclier. Donc finalement, on se retrouve avec 3 blessures et non pas 4. Et là, le patient a 4 points de vie, donc il se prend 3 blessures et il lui reste un seul point de vie. Donc il n'est pas encore mort. Mais pour une action, il pourra retenter, s'il le souhaite, de taper dessus, etc. Alors, on peut partir aussi sur le postulat où on aurait fait par exemple un 1 sur notre lancer de dés. Là, si on a utilisé une arme avec une durabilité, et que si on a fait un 1 sur nos lancers de dés, bien là, on va prendre un token en moins sur notre durabilité de l'arme. Donc plus nous allons l'utiliser avec un nombre incalculable de dés, plus on va faire de dégâts, et plus surtout on va être sujet à faire des 1, multiplier les 1, et avoir une durabilité un peu moindre. Autre action que l'on peut faire, c'est pouvoir échanger des cartes, des équipements, un nombre incalculable de cartes que vous voulez, avec le personnage qui se trouve sur votre case. Alors on va prendre ces deux personnages là. On va dire que Marcus Dieter, lui, veut échanger l'ensemble de ses cartes équipements avec des cartes de son compatriote. Il peut très bien le faire, il s'échange un peu sa tambouille, etc. Les sorts ne peuvent pas être échangés, hein. C'est vraiment des skills qui sont propres
à son personnage, ainsi que les cartes de névrose et les cartes de sort, voilà, de base. Il faut savoir aussi qu'un personnage, je vais y arriver, hein, qu'un personnage, pardon, peut avoir un nombre incalculable de drogues, mais il peut avoir uniquement 4 équipements. Donc il peut avoir un équipement large qui coûte 2, un équipement standard qui coûte 1, une armure qui prend 1, mais vous êtes amputable à 4 slots. Par contre, les drogues, vous pouvez en avoir jusqu'à tant que vous voulez, et les skills, vous pouvez en avoir jusqu'à 6. Donc dès lors que vous allez avoir un nouveau skill, et si vous en avez 6, vous êtes obligé d'en défausser 1. Vous avez aussi la possibilité de courir. Alors pour courir, si votre personnage a uniquement 2 actions et que vous voulez vraiment prendre la tatane et la fuite puisque vous êtes pris par plusieurs monstres, vous avez la possibilité de courir. Courir par contre vous demande tous vos points d'action. Alors courir vous donne 2 points de déplacement supplémentaires qui sont en plus de vos actions. Ça veut dire que Marcus Dieter, lui, dans notre exemple, a 3 en action. S'il souhaite courir, il ajoute une valeur de plus 2 à ses actions, donc il peut parcourir jusqu'à 5 cases. Mais uniquement toutes les actions doivent être dépensées dans l'action de courir. Donc il pourrait faire par exemple 1, 2, 3, 4 et 5 se mettre ici. Sur une case, on peut avoir un nombre incalculable de personnages, de monstres, etc. Par contre, comme vous pouvez le voir un peu à l'écran, les cases sont assez mal fichues parce qu'elles sont assez petites. Donc voilà, par exemple, mettre 2 héros ici, ça tient juste, et si vous rajoutez encore des monstres, là ça devient la fouille, hein. Vous voyez, si je fais l'exemple, là on sait même plus on est sur quelle case, rajouter en plus des tokens dessus, etc. Ça devient vraiment terrible, et on voit même plus le plateau, ce qui est dommage parce que c'est doté de formidables illustrations et d'effets de lumière. Un personnage aussi peut utiliser une action pour pouvoir lancer un sort s'il lui redemande d'avoir un coup d'action. Par exemple, si on prend ici le Mind Control de Marcus Dieter, je prends toujours lui parce que c'est le plus simple, on voit ici un cost qui est d'une action. Donc pour une action, il va pouvoir utiliser un sort. Il peut aussi utiliser une compétence supplémentaire, il peut utiliser une compétence de scénario qui recommande aussi une action, etc. etc. Une fois que tous nos personnages ont fait leurs actions, on passe ensuite à la phase de monstre. Alors la phase de monstre, les monstres vont bouger par rapport à un deck ici qui est de mouvement. À chaque début de tour du tour du monstre, du coup, on va retourner une carte. Sur une carte du deck de monstres, nous allons avoir plusieurs indications. Ici, nous allons avoir un événement. Donc ça peut être un événement qui vous dit de faire un test d'imagination. Pour faire un test d'imagination, vous lancez en fait 2 dés, et si ces 2 dés sont supérieurs à votre caractéristique d'imagination, eh bien vous loupez le test. Par contre, si c'est égal ou moins, vous réussissez le test, il n'y a pas de souci. Ici, nous allons avoir aussi des étoiles. Alors on va avoir des étoiles bleues, des étoiles vertes et des étoiles rouges. Ça symbolise quoi? Ça symbolise que ça va trigger en fait une capacité, par exemple ici verte du scénario en question. Par exemple, si dans ce scénario on vous dit que pour une étoile verte, vous spawnez, je sais pas, une infirmière dans une case quelconque, eh bien vous allez le faire maintenant car vous allez avoir une étoile verte. Si vous avez une étoile verte, une étoile rouge, ça trigger des éléments du scénario, etc. etc. Ici, alors ce n'est pas visible, mais on va prendre peut-être une autre carte où ça va l'être, voilà. Ici par exemple, donc on se retrouve avec une étoile bleue ici. Ici, nous allons avoir un cerveau. Alors le cerveau, ça veut dire qu'on va mettre sur le plateau, on va générer de manière aléatoire un token de mémoire de cerveau. Le petit démon ici symbolise en fait la bête qui va avancer de 1. Donc on va faire avancer d'une case la bébête, et justement arriver à 12 cases, si elle devra avancer et que vous jouez en un scénario, pardon, elle va venir directement sur le pentacle. Donc a fortiori, elle va toujours avancer potentiellement de une case par tour ou plus si vous utilisez des caractéristiques spéciales propres à votre personnage. Ici, on va avoir ensuite le spawn, donc je le répète, on fait d'abord l'événement, ensuite on trigger, on fait ensuite la génération de mémoire, on fait avancer le démon, ensuite on fait avancer, avant de spawner d'autres monstres, on fait avancer nos personnages. Donc les personnages, les démons ici vont avancer de une ou deux cases, hein, ça dépend de leurs caractéristiques de déplacement. Ils n'ont pas d'action, toutes les actions sont viables en fait à leur déplacement. Donc ils peuvent traverser des portes. Si la porte n'a pas été révélée, par exemple dans ce cas de figure-ci où il y aurait une barricade, eh bien ce patient, vu qu'on a révélé cette
cette porte, il ne pourra pas avancer puisqu'il a une barricade et il ne casse pas la barricade. Donc du coup, ça peut être aussi une petite tactique en fait de regarder les portes justement pour bloquer certains monstres que vous voulez pas qui traversent en fait les portes. Parce que si les portes sont pas révélées, hop, ils traversent directement les portes, ils n'en prennent pas compte. Eux, par exemple, vont bouger de 2, donc ils vont faire 1 et 2. Ils viennent sur le chemin le plus court du centre quand ils n'arrivent vraiment pas à voir 2 personnages. Par contre, dans ce cas de figure-ci, le personnage, hop, tac, on va le mettre ici, voilà, a une ligne de vue sur ce personnage-ci, donc il va se déplacer vers lui. On peut prendre cet exemple ici où le plus court serait celui-ci, mais il n'a pas de ligne de vue sur Ripley, par exemple, puisqu'elle s'appelle vraiment Ellen Ripley. Hein. Ils ont pris vraiment des clins d'œil au cinéma d'horreur, donc il vient se déplacer sur la ligne de vue, et s'il n'a pas de ligne de vue, bien sûr, là il se déplace directement sur celui qui a le chemin le plus court. Donc une fois qu'on a fait les déplacements, on regarde ensuite si les monstres sont sur une case de héros. Alors s'il n'y a pas de monstres sur une case de héros, il n'y a pas de combat. Par contre, s'il y a des monstres sur la case du héros, et bien là il va y avoir du combat. Alors le combat est pareil hein, que le combat avec nos héros, donc on va lancer un nombre de dés qui sont alloués aux monstres. Alors je vous épargne, pardon, et je vous efface aussi, ça se dit, tout ce qui est compétences supplémentaires, etc. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer vraiment comment ça joue et pas rentrer en détail sur chaque cara, puisqu'il y a beaucoup de micro-règles, mais le jeu en soi est vraiment facile. Donc là on va lancer les dés alloués, on va dire que lui, je sais pas, lance 4 dés, il touche sur un 5+, il va lancer ses 4 dés, s'il fait 5+, on prend la valeur du bouclier du héros, on réduit les réussites, et ensuite on se prend X dégâts. S'il y a par contre 2 monstres, le premier monstre va faire son attaque de base, donc 4 dés par exemple, et le deuxième monstre, lui, va faire son attaque de base, qui est par exemple de 4 dés plus 1, puisqu'il y a un monstre. S'il y a un troisième monstre ici, donc vous voyez que déjà la tuile elle est remplie, et je trouve ça assez mal fichu, et ça gâche un peu l'immersion du jeu, c'est très 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 dommage. Donc le premier va faire son attaque normale, le deuxième va faire son attaque normale avec un dé supplémentaire, et le troisième va faire son attaque normale avec 2 dés supplémentaires. Donc attention vraiment à avoir plusieurs monstres sur votre tuile, puisque là, vous allez être sujet à beaucoup de blessures. Ensuite, on va spawn les monstres qui se trouvent sur la carte. Donc si on en a 3 et qu'on joue à moins de 5 joueurs, on ignore le troisième, sinon on spawn toujours de 1 à 2 monstres sur la tuile. Donc on va prendre un des 4 qui représente les 4 quartiers que nous allons avoir sur la tuile principale, et on va prendre un des 12 pour justement générer un des monstres supplémentaires sur la tuile. Donc voilà comment se passe la phase de spawn, et ensuite on recommence un tour qui lui commence avec le nouveau tour du héros, etc., etc., jusqu'à ce que le démon arrive sur la case du pentacle, et là où il va falloir le tuer, ou alors jusqu'à ce que vous ayez fini votre scénario ou que tous les héros soient morts. Alors je vous ai dit dans ce jeu que vous allez avoir des points de santé mentale ainsi que des points de blessure, et vous allez me dire finalement on va être sujet à vite mourir, puisque si nous allons avoir ici ce cas de figure où les 3 monstres nous tatanent dessus, ils peuvent nous one shot. Et bien effectivement ils peuvent vous tuer directement, mais si le gardien n'a pas encore atteint la case de pentacle, vous revenez directement dans une salle d'isolation, il n'y a pas de souci. Vous recommencez ensuite un tour avec 4 points il me semble 4 points de vie et 2 de santé mentale, donc vous réduisez votre santé mentale de 2. Si vous étiez par exemple atteint de folie et que vous avez atteint votre maximum de 7, eh bien vous revenez à 5, vous avez 2 points de santé mentale en moins. Ici nous allons avoir le gardien. Il est possible que des fois vous vous retrouvez sur une case où le gardien va arriver hop sur votre petite case. Alors dès qu'il arrive sur votre case, vous êtes automatiquement ce qu'on appelle stomp, donc étourdi. Vous prenez 2 fois le dé blanc de dégâts en brut, donc vous prenez même pas en fait les boucliers, donc on lance 2 fois, donc là on se prend on se prend 1, on lance un autre, hop, on va le changer en 2, on se prend 3 dégâts directement. Et celui-ci, le démon, avance de 1. Effet boule de neige s'il y a un autre héros ici. Donc hop, on est étourdi.
il va vous donner 2 points de dégâts, donc là par exemple 3 et 1, 4, et il va avancer encore d'une case. Donc vraiment attention hein, quand vous allez vous mettre à côté du démon, parce que s'il peut anticiper via une carte des déplacements, etc., et qu'il arrive sur votre case, eh bien là ça va être vraiment la ritournelle, et vous allez vous prendre des dégâts, et il va surtout avancer plus rapidement. Donc c'est synonyme aussi de fin de partie, puisque je le rappelle, quand il atteint la case 12 et que vous jouez en un scénario, il revient directement ici, hop, il tombe, il revient directement ici, et là, vous allez pouvoir le tuer uniquement pour gagner la partie, puisque les scénarios ne tiennent plus en compte, sauf si vous faites les scénarios et qui se trouvent ici, vous ne gagnez toujours pas puisqu'il faut toujours le tuer, par contre vous ne tirez plus de cartes spawn, donc vous allez avoir moins de monstres et d'événements sur la carte, et vous allez pouvoir vous concentrer facilement toutes vos attaques sur le monstre. Donc voici comment se joue Lobotomie, un jeu de 1 à 5 joueurs dans un thème horrifique, un peu paranoïaque, sur un asile psychiatrique. Moi j'aime beaucoup le thème, franchement le thème est vraiment original, le matos est très très beau, par contre il n'est pas exempt de défauts, puisque sur une file on va avoir plein de liserés blancs à la Conan, et c'est compliqué de voir les cases. Celle-ci représente le 5, donc attends, dans une case il y a plusieurs petites cases, enfin c'est vraiment assez mal fichu. Je peux vous montrer une tuile pour vous donner vraiment un ordre d'idée, voilà. Donc là par exemple, on est ici, cette salle en fait représente, on ne sait pas si c'est le 3 ou le 4, puisque le 4 est ici, le 3 est ici, mais il n'y a pas en fait de liseré qui sépare le 3 du 4. Donc on ne sait pas en fait celle-ci elle correspond à quoi. Là le 8 on ne sait pas si ça correspond uniquement aux 2 cases ici ou alors cette case-ci et cette case-ci. Le 9 on ne sait pas, enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont pas. Puis je vous ai dit il y a des petites cases ici où là vous allez mettre un corps ou un coffre. Vous allez peut-être générer un monstre, et si vous mettez un autre personnage, ben voilà, ça tient plus quoi, et les tokens sont vachement plus grands des fois que la case. Donc on se dit, mais pourquoi Titan Forge, vous avez fait des cases aussi petites, assez mal foutues, où on n'arrive même pas à lire, alors que c'est joli, alors que voilà, il y a beaucoup d'effets de lumière. Là par exemple, on a la cassette de The Ring et tout, donc on voit vraiment l'effet de lumière assez sympa. C'est dommage, c'est hyper dommage, parce qu'il y a vraiment du bon matos, et il y a vraiment de très belles illustrations. Les figurines, je vais vous en montrer quelques-unes, elles sont très belles. Voilà, on a une... alors ça, c'est dans l'exclu du Kickstarter. On a une mamie ici à fauteuil roulant, donc c'est un héros, c'est vachement bien foutu. On a ici, hop, si je vous montre l'Antecris, je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, avec le petit gamin... et le petit bélier dégueulasse derrière. Ici on a des twins, alors je sais que c'est des exclus Kickstarter ce que je vous montre, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer vraiment ce que vous allez avoir. Donc 2 enfants qui se tiennent la main, donc là on reconnaît un peu le Shining, c'est vachement bien. On va avoir le clown, on va avoir Freddy que je vous ai pas montré ici, là, ce sont des slashers dans le jeu. Donc assez sympa. Le matos c'est très bien, c'est hyper bien foutu, ça tourne on va dire très bien aussi, mais pourquoi il y a des cases aussi pourraves, et pourquoi voilà, il y a plein de trucs où on n'arrive pas à lire vraiment ce qui se passe sur le terrain. C'est très dommage, à savoir qu'on a plusieurs types de héros, et tous les héros en fait sont issus du cinéma fantastique ou d'horreur. On a Arnie Connors qui lui est Terminator, hein, très sincèrement. On a Bernard Smith, lui je sais plus il est tiré de quel vraiment truc. Elena Shawn, bah, c'est la nana dans Black Swan il me semble. On a ensuite Peter Constant, lui je sais plus tellement d'où il est tiré. On a Helen Ripley, on a Blade, on a Marcus Dieter, lui qui est un ancien nazi scientifique puisqu'il a fait des trucs pas très catholiques. Voilà, donc il y a plein de choses assez sympas, et chaque petite carte propose en fait une réplique, une référence du film d'Alien, Terminator. Donc voilà, pour le peu qu'on soit un peu nostalgique des années 80 et qu'on aime le cinéma d'horreur, bah, je pense que vous allez vraiment aimer ce jeu, même si les tuiles voilà, sont un peu dégueulasses et assez mal fichues pour moi. Donc c'est le gros point noir que j'ai pour ce jeu, ce sont les tuiles qui gâchent vraiment l'expérience du jeu. Et c'est hyper dommage parce que le thème est vachement bien foutu. Et c'est un jeu qui sort des sentiers battus et qui apporte vraiment une immersion assez propre à un asile psychiatrique. Je remonte la boîte, Lobotomie, sorti en Kickstarter, bah là. C'est disponible, alors je sais pas où vous pouvez le trouver. Peut-être sur le site de Titan Forge Games, c'est sûr et certain. Dans tout ce qui est Philibert, tout ça, ils l'ont pas encore reçu. Donc envoyez-leur un mail s'ils peuvent le recevoir, parce que finalement le jeu est vraiment sympa en termes de méca. Ça coûte... comptez 90 €, voire 100 €, je pense, pour une boîte de base. Ensuite, bah, tout ce qui est corset,
les trois petits cochons, le wolf, etc. Puisqu'il y a les trois petits cochons en version horreur, c'est assez sympa, nous on a rigolé avec Ryan, et je tiens à remercier Ryan qui lui m'a prêté sa boîte de lobotomie pour pouvoir faire une vidéo, merci monsieur. Donc voilà, assez sympa comme jeu, ça joue de 1 à 5 joueurs, du full coop, ça joue très bien en solo, vous prenez 3 mecs, ça a des durées de 30 minutes si vous jouez un scénario, jusqu'à 2 heures si vous en jouez 4, donc il y a matière à faire, la replay value est assez énorme, donc voilà, comme tout jeu hein, qui se respecte quand il y a de l'aléatoire, c'est assez grand, et puis ça a le mérite d'avoir un thème vraiment sympa dans un asile psychiatrique et qui est vraiment, qui tourne hyper bien en termes de tuiles et tout, c'est dommage juste qu'il y a le liseré tout pourrave. Moi j'enlève la boîte ici, hop, et j'en profite pour faire une aparté sur le site d'Action Jeux, donc c'est une personne qui m'a contacté, moi je connaissais pas du tout hein, cette plateforme d'Action Jeux qui référence en fait tous les événements où vous allez pouvoir jouer dans votre ville. Donc par exemple, je sais pas si vous êtes issu du Loir-et-Cher et que vous voulez savoir où jouer dans le Loir-et-Cher ou alors trouver des amis et des potentiels joueurs dans le Loir-et-Cher, vous allez sur cette plateforme qui est Action Jeux, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, et ça vous permet voilà, de recenser tous les événements jeux qu'il va se passer dans votre département, dans votre région, dans votre ville, dans tout le mois à venir, etc. Et c'est assez sympa, ça donne un petit agenda en fait ludique, sur ce qui se passe dans votre contrée. Donc moi je trouve assez sympa, je leur fais de la pub parce que voilà, ils me l'ont demandé et que moi je connaissais pas et je trouve l'idée assez sympa. Donc je leur ai dit oui sans souci. Et voilà, donc ça me permet de faire cette parenthèse-ci sur le site Action Jeux, je le répète, ils ont un Facebook, je vous mettrai tout ça dans le descriptif, ce sont des mecs qui font ça de manière bénévole, et c'est une plateforme qui est hyper bien foutue, elle est vraiment très complète, elle a une refonte design bien foutue, etc. Donc ça fait très pro pour des amateurs et pour des bénévoles, et ben c'est hyper bien foutu aussi. Après je sais pas où ils veulent emmener le truc, mais ça je vous tiendrai au courant s'il y a des mises à jour, s'il y a des choses, etc. Mais moi, ça m'a vraiment paru une idée hyper géniale, c'est ce qui manquait au monde ludique, puisqu'on a beaucoup de pages Facebook où on parle et on se dit, tiens, nous on aimerait jouer, est-ce qu'il y a des joueurs dans le 75, est-ce qu'il y a des joueurs dans le 81, dans le 61, dans le 69, etc. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir un recensement des joueurs, de les trouver, de leur envoyer peut-être des MP, etc., de voir des associations, des ludos, et ça vous évite de chercher en fait tout bonnement dans un annuaire ou dans une ville ou dans votre mairie, appeler directement les trucs. Donc c'est hyper sympa, plateforme super géniale, et moi je vous y invite à faire un tour et de voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc ça c'était pour Action Jeux. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je suis désolé si je fais de moins en moins de vidéos, c'est pas que j'ai pas de motivation, c'est que j'ai vraiment pas du tout le temps ces temps-ci, mais là ça va revenir petit à petit, je vous garantis, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon il y aura la partie de lobotomie en solo que je vais vous faire sur un simple scénario, hein, parce que je vais pas passer 2 scénars dessus, ça va être hyper long, et c'est pour vous montrer grosso modo comment ça marche. Donc voilà, prochaine vidéo, ça va être le scénario de lobotomie. L'autre prochaine vidéo, bah ça va être The Others, puisque Asmodée m'a passé une boîte et je leur remercie encore une fois. Et je vais faire une vidéo sur les règles de The Others, qui est un jeu encore très bien et qui casse les jeux d'affrontement tactique. Donc moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup joué à ça avec des potes et tout, on a bien aimé. Et prochaine vidéo là-dessus. Donc merci de vous abonner, vous êtes 1700 je crois à peu près. Enfin c'est juste fou, chaque jour de toute façon ça augmente et je ne peux que vous remercier dans cette vidéo-ci. Et à chaque fin de vidéo. N'hésitez pas à voir le forum du cœur de la loge, n'hésitez pas aussi à aller voir Wargamer YouTube France si vous aimez tout ce qui est hobby, peinture et tuto de figurines que vous voulez faire, donc voilà, vous pouvez aussi y aller. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir Action Jeux qui, je le rappelle, est une plateforme qui vous permet de recenser les différents événements qu'il va y avoir en jeu dans votre ville et surtout les joueurs potentiels que vous allez pouvoir trouver dans votre ville. Donc voilà, plusieurs petites infos dans cette vidéo avec un jeu qui est très classe mais qui reste aussi très pourrave dû à ces tuiles. Donc voilà, à vous de voir si vraiment les tuiles que je vous ai montrées vous impactent pas trop et que vous aimez vraiment le thème, donc foncez parce que le jeu est vraiment bon en termes de méca, mais les tuiles pour moi gâchent vraiment le jeu et c'est vraiment dommage, c'est pour ça que l'immersion est un peu moindre. D'ici là, portez-vous bien, nous on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo concernant une partie à 3 joueurs, donc solo de lobotomie, et vous allez voir si je vais sortir indemne de cet asile ou alors je vais faire dans mon froc. Allez, à bientôt, portez-vous bien, jouez bien, ciao ciao.